Dans les derniers 20-30 ans, non seulement c'est bien connu que le niveau marin monte, mais on a mesuré une accélération de cette augmentation. C'est pour ça qu'on vit des changements plus rapidement. L'équivalent d'un pouce de niveau de mer plus élevé donne une portée à la mer, à la vague de 8 pieds sur la côte. Donc, à chaque pouce, la mer peut se rendre 8 pieds plus long. Et donc, c'est comme ça que ça se travaille progressivement et qu'on voit un recul de la côte. Et là, il se passe une tempête et là, ça va tout d'un coup là, faire une brèche beaucoup plus importante et faire reculer là, et détruire des infrastructures. Ici, sur ta droite, Christian, qu'est-ce qu'on voit? Bien, c'est un muret de bois. Donc, c'est un muret de bois qui a été fait il y a très longtemps. Il a quand même été résistant. On voit là qu'il est affaibli, il est vieux, mais il joue encore son rôle de retenir, en fait, d'empêcher le recul de la côte. Puis on voit qu'il y a été un enrochement qui a été ajouté à la suite. C'est souvent ça, hein, avec les terrains privés. Les gens font leur propre protection. Donc, des fois, ça varie de... Il y a plusieurs... On voit des portions un peu partout au Québec, dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, des rangées de différents types de protection, des enrochements, des murets de pierre, des murets de béton. Il y a des murets faits avec toutes sortes de matériaux. Donc, le muret, lui, il est intéressant pour le fait qu'il empêche le terrain de s'éroder. Mais l'inconvénient des murets, c'est qu'il augmente la réflectivité de la côte. Donc, les vagues, lorsqu'ils déferlent sur le mur, ils sont réfléchis et augmentent l'affouillement à la base. Donc, souvent, dans les murets, on voit qu'avec le temps, la plage s'abaisse. Ça fait en sorte que le muret devient de moins en moins efficace, puis risque de s'effondrer éventuellement. Il y en a beaucoup de ce type. C'est même une des protections, c'est la principale protection au Québec qui a été mise depuis une cinquantaine d'années. C'est des enrochements, le long des routes, évidemment. C'est efficace? Bien, c'est efficace. Ça dure un temps. Ça dépend des zones, ça dépend de l'énergie des vagues. Les endroits où l'énergie des vagues est forte, bien, ça prend du gros calibre, puis ça prend une épaisseur plus importante. Puis ça, bien, c'est calibré en fonction des données de vagues, normalement. Donc, les enrochements faits maison, des fois, le calibrage n'est pas assez gros pour l'énergie des vagues, donc ça dure moins longtemps. Les roches s'effritent, les roches s'étendent sur la plage. Il y a de l'affouillement à la base. On voit là où était la plage avant, la teinte plus pâle. Où se situait le sable exactement? Oui, le niveau du sable était plus parce qu'on voit le bois commencer à s'effriter à la base. C'est la portion qui était probablement sous le niveau du sable. Puis avec le temps, bien, il y a un abaissement ou un rehaussement de la plage. Il y a toujours aux extrémités des ouvrages de protection ce qu'on appelle un effet de boue. Pas toujours, mais presque toujours, où il y a plus de turbulence à l'extrémité des murs et des enrochements qui provoquent de l'érosion. Mais ici, naturellement, le terrain est en érosion depuis, en fait, depuis très longtemps. Le sable et le gravier sont très poreux. Donc, l'eau qui s'infiltre va s'infiltrer jusqu'au fond, tandis que lorsqu'il y a des couches d'argile dans la falaise,
Là, l'eau va s'écouler dans les matériaux poreux et va frapper une couche imperméable. Puis là, il y a de l'écoulement dans la falaise. Là, ça contribue au phénomène de pente, au glissement de terrain. Donc, ça joue. Ce n'est pas que les vagues qui sont l'agent d'érosion. Quand c'est combiné avec des phénomènes hydrogéologiques ou des écoulements, ça peut augmenter l'érosion encore. On touche ici à des couches d'argile, puis aussitôt qu'il y a présence d'argile dans les falaises meubles, ça change la dynamique du milieu, il y a plus d'écoulement. Donc on voit bien ici, c'est ça, un cèdre, là, un morceau du terrain d'en haut qui a descendu jusqu'en bas. Et c'est ainsi sur quelques kilomètres à partir d'ici. Il y a beaucoup d'arbres et de portions de sol qui recouvraient le sable ou le gravier, qui a glissé jusqu'en bas. C'est pour ça que les terrains privés, qui sont cordés le long de la côte, bien, souvent, chaque personne a sa propre intervention, mais beaucoup d'interventions ont eu des effets néfastes pour les voisins. Les changements climatiques, c'est pas seulement comme le réchauffement, c'est les perturbations. Les événements se changent de période dans l'année. Il y a des événements plus forts à un moment où on ne l'avait pas avant. Donc, les écosystèmes côtiers, comme les plages ou les marais, les herbiers diostères, les zones riches le long de la côte, sont affectés par ces changements-là. Ici, on est à New Carlisle, la plaine côtière devant le village. C'est une des rares plaines côtières, sinon l'unique qui reste, parce que ça s'est beaucoup bâti dans ces milieux-là. À chaque année, il y a un recul assez important qu'on voit le long ici, là. Juste une dernière tempête, pas l'automne dernier, mais l'automne d'avant, ça a reculé d'environ, mon Dieu, je dirais 6 mètres. Avec les changements climatiques, c'est de plus en plus fréquent qu'on voit des épisodes comme celle-là. Les épisodes sont, par exemple, des tempêtes sont beaucoup plus fréquents. Et c'est ce qui est un peu inquiétant, la vitesse à laquelle ça se passe. Parce que c'est des milieux, que ce soit les Barachois ou les plaines côtières comme ça, c'est des milieux très productifs. Et c'est ce qu'on risque de perdre en premier. D'après les ingénieurs de l'armée américaine, ils ont fait pendant 100 ans toutes sortes d'expériences d'ouvrages de protection sur le bord des mers le long de la côte des États-Unis. Et la conclusion à laquelle ils sont venus, c'est la meilleure protection, c'est le milieu naturel. Je dirais que ça a reculé de peut-être un bon 30 pieds, certain, là, un bon depuis un petit peu 10-12 ans. Ça, c'est les racines, une partie des racines. Et la mer, elle vient gruger de façon progressive. Si on voit ici, là, avant la dernière tempête d'automne, c'était à peu près ici. Et là, ça a reculé de tout ça depuis pas pendant l'hiver parce qu'il y avait un fond de glace, ça a reculé là, de façon importante. C'est la mer qui est venue frapper l'automne dernier et qui a littéralement là, mangé la végétation. Ça, c'est vraiment la mer qui est arrivée et qui a trouvé un point bas et qui est véritablement là, est rentrée et a apporté du sable et de la roche de façon assez loin. Ça s'est allé jusqu'à là. Tout là-bas, il y en a encore plus. C'est vraiment beaucoup plus loin. C'est à peu près une quinzaine de mètres à l'intérieur. Donc, les brèches sous-marines, c'est comme ça que ça agit. C'est l'action de la mer qui est très forte. À un moment donné, ça fait une trail, comme on dit, là. Il y a peut-être 10 ans de ça, même moins que ça, d'une certaine façon. Le train venait virer là. Et là, c'est rendu, là, véritablement là où est la mer. Et quand la mer est haute, bien entendu, ça va jusqu'à la ligne de ça. Là. On voit la mer monte jusqu'ici, là, à peu près, là. C'est ici. Ça veut dire que toute cette partie-là
et dans l'eau. Le train venait vraiment s'accoter, reculait. Et là, c'était l'arrêt. Et si on regarde où ça se trouve, c'est vraiment, mon Dieu, finalement 5 mètres dans la mer environ, là, déjà. Et comme je dis, il y a 10 ans, c'était en milieu terrestre. Il y a eu un très important recul ici là, par rapport à ça. Si on veut réutiliser le rail et servir de Nucaleaire comme, on va dire, garde de triage, il va y avoir du travail à faire. Pour la Gaspésie, ça représente environ 130 km de littoral qui a été modifié, donc qui a été protégé soit par des enrochements, soit, si on pense en baie des Chaleurs, à la route 132 puis le chemin de fer qui occupe une bonne partie de cette artificialisation-là. Donc, ça représente beaucoup de kilomètres qui ont été transformés. Pour certains, à jamais, puis pour certains, bien, c'est encore réversible. Il y a des zones qui ont été transformées, mais qui peuvent redevenir naturelles. Si, par exemple, l'infrastructure est déplacée et qu'on renaturalise la côte. Donc, ça représente beaucoup de côtes qui sont modifiées puis qui ne fonctionnent plus naturellement. Wow! 31 décembre 2016. C'était le clou dans le cercueil, comme on dit, ou encore le bon clou qu'il fallait qu'il parte pour qu'on puisse enfin régler le problème. Ça faisait déjà plusieurs années. D'ailleurs, ici à Percé, on travaillait déjà un projet de réhabilitation depuis longtemps. On y reviendra, mais c'est probablement ce qui a fait en sorte qu'on a pu réaliser ce superbe projet-là en 2017, quand la dernière tempête, au fait, on a vu des images qui étaient épouvantables. Là. Ça montait plus haut que le toit de la maison du pêcheur. On a la tour verte ici. C'était énorme. Donc, c'est suite à ça là, qu'on a eu l'opportunité, je dirais, de faire ces beaux travaux-là. On a 70 km de côte ici à Percé, donc c'est certain que c'est beaucoup. Le contexte, bon, dans les dernières années, on a certainement beaucoup plus vu avec le projet de l'Anse du Sud. Bien, l'Anse du Sud en soi, qui avait été beaucoup plus amoché. On a quand même des plages à Coin-du-Banc qui en vivent aussi de l'érosion. C'est une réalité à laquelle on doit s'adapter, qui est pas simple parce que les solutions sont pas faciles. On sait qu'il y a des endroits qui auraient été bien d'avoir de la prévention, mais encore faut-il avoir les moyens de faire la prévention, de savoir comment on peut prioriser des projets en prévention. Donc, on n'est pas là. On est vraiment dans le financement des dangers, donc imminents. Ce qu'on observe ici, c'est qu'il n'y a plus de glace, entre autres, pendant les périodes hivernales. Donc, en n'ayant plus de glace, on n'a plus la protection naturelle qu'on avait à l'époque. L'ensemble des travaux se chiffre à combien? 23 millions, grosso modo, dans l'ensemble. C'est certain qu'à ce montant-là s'ajoutent là, des montants qui sont venus pour agrémenter la beauté du lieu. C'est déjà très différent d'il y a 20-30 ans là, dans l'approche, dans la façon d'intervenir. Il y a beaucoup plus de consultations. Les gens, au lieu de faire une intervention rapide, cherchent à consulter pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis il y a aussi une considération qui est de plus en plus grande, c'est qu'avant, on pensait seulement à protéger l'infrastructure. Le seul but derrière l'intervention, c'est de protéger l'infrastructure. Maintenant, c'est de tenir compte de l'écosystème côtier. Le Québec maritime a des enjeux par rapport à l'érosion côtière. Tous les gens qui habitent ou qui vivent le long du fleuve Saint-Laurent. Percé a l'avantage, je pense qu'on a une chance inouïe d'être quand même une icône touristique, d'être une locomotive touristique. Donc, il y a une reconnaissance importante que je pense que tout Québécois reconnaît et que tous les gouvernements reconnaissent. Et ce qui a eu pour impact de dire, bien, et là, c'est là que je salue le travail des gens d'Ouranos parce que le travail qu'ils ont fait avec nous, c'était une analyse coût-avantage, donc un point de vue économique et financier sur quel est l'impact financier à long terme de ne pas intervenir à Percé versus l'impact financier à long terme d'intervenir et si oui, avec quelle
solution, quel aménagement, donc quelle solution de protection côtière. On a décidé de se reculer un peu et d'adapter la côte pour ralentir la force des vagues. En fait. C'est environ 120 000 tonnes de galets. On nous dit que ça représentait environ 9 000 voyages de camions qui ont rentré dans Percé pour venir étaler. Donc, ils ont commencé par se faire un certain chemin pour aller accéder. Il fallait aller porter le galet. Et il y a eu un profil de construction. Donc, on n'est pas allé dans l'eau porter le galet. On est allé sur la rive. Et le galet s'est accumulé et c'est la mer qui fait la fin du travail. Donc, une fois le profil de construction fait mécaniquement par les ouvriers sur la base des plans et devis des ingénieurs, la mer vient chercher ce galet-là au gré des marées et des tempêtes, vient l'étendre et l'objectif, c'est que ça descende graduellement sous l'eau, sous le niveau de la mer, de façon à ce que lorsque la vague arrive, elle casse beaucoup plus loin au littoral, puis elle s'adoucisse tranquillement en montant sur la plage. Donc, on travaille réellement avec la nature, avec ce type de projet-là. Les décisions qu'on prend maintenant sont pour les générations qui nous suivent. Puis c'est important de prendre en compte que ces gens-là, ils vont vivre avec des réalités qui vont être encore plus marquées, puis qu'ils vont vivre avec cette situation-là. Le littoral, ça a toujours eu un attrait. Depuis toujours, les gens sont attirés par le littoral. Au départ, c'était pour s'abreuver, mais maintenant, c'est pour la qualité paysagère, puis le confort, la vue et tout ça. Mais il faut laisser la place. Donc, je pense qu'il faut apprendre à l'apprécier, mais tout en laissant la place à la nature. C'est qu'avant, on pensait seulement à protéger l'infrastructure. Le seul but derrière l'intervention, c'est de protéger l'infrastructure. Maintenant, c'est de tenir compte de l'écosystème côtier. Donc, une plage étant un écosystème en soi et toutes les battures, les milieux plus sensibles. Donc maintenant, dans les interventions, il y a une conscientisation qui est grande à protéger ces milieux-là. Donc à faire des interventions qui vont en même temps protéger et en même temps favoriser le maintien de l'écosystème. Au niveau des solutions, là, il y avait la protection, il y avait l'adaptation. L'adaptation, c'est tous les éléments du zonage, réglementation et ainsi de suite, dont on parle là, présentement. Et la troisième solution, qui n'était pas très populaire, mais qui commence à prendre de l'ampleur, c'était le retrait proprement dit. Ça veut dire qu'on s'en va de là, parce que c'est trop risqué, parce que les coûts de rester équivalent pas au coût d'avoir finalement un événement qui vient détruire des choses. Donc, c'est la question du retrait. Il faudra penser, dans certains cas, à protéger des endroits et dans d'autres endroits, dans d'autres secteurs, là, véritablement laisser la mer librement et tout ça. Avec les pertes que ça va encourir, mais on ne peut pas se battre contre la dynamique côtière. La mer, c'est plus fort que nous, là. La mer sera toujours plus forte que l'individu qui la regarde, là. Donc, c'est important d'être conscient, puis on va devoir s'éloigner. Je pense que, bon, il y a des droits acquis, il y a des gens, il y a des infrastructures routières, comme je vous dis, mais définitivement, là, je pense qu'on va devoir la regarder d'un petit peu plus loin, là.